Je vais peut-être proposer qu'on démarre. Alors, je vais laisser peut-être Gwenaëlle introduire très rapidement, ou je le fais. Alors, je vais introduire très rapidement dans ces cas-là. Bonjour à tous et à toutes dans cette conférence de Fontainebleau en transition, donc qui s'inscrit dans une démarche qu'on a lancée en mars sur la transition écologique de la ville de Fontainebleau. Et dans lequel il y a un certain nombre de conférences, d'ateliers expérientiels. On est peut-être un peu entre les deux avec cette conférence de Malise et des ateliers de travail dans lesquels on emmène l'ensemble des acteurs du territoire, habitants, élus, commerçants, entrepreneurs, associations, à œuvrer ensemble sur l'accélération de cette transition écologique qui exige beaucoup de nous. Je vais prendre quelques minutes pour présenter Malise, même si j'ai bien compris que certains d'entre vous la connaissent très bien. Alors Malise, elle habite au sud de la Seine-et-Marne, donc elle vient en voisine, et c'est en voisine qu'elle nous rend visite. Et donc, donc, évidemment, elle connaît assez bien le territoire, et donc c'est à double titre que cette conférence devient intéressante. Elle a, pour situer un petit peu ce qu'a fait Malise, Malise a commencé sa vie professionnelle en tant que communicante, notamment dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'hospitalier. Et puis, il y a à peu près 20 ans, et Malise, vous me corrigez si je me trompe, elle a eu le souhait de se tourner vers les logiques de réseau, qui travaillent notamment sur le service de l'humain et du développement durable. Et en particulier, elle a fondé, avec quelques amis, l'association Objectif Terre 77, qui est un réseau de personnes qui sont motivées et qui veulent s'engager et agir sur la question de développement durable avec une question d'engagement personnel. Elle est par ailleurs aussi membre d'un certain nombre d'associations remarquables. Je pense notamment à Terre de Liens, qui vise, elle, à travailler sur la préservation des terres agricoles. Alors, par ailleurs, Malise est consultante Yidji. Alors, j'ai un peu regardé, puis j'ai un peu questionné Malise, mais j'ai aussi un peu regardé. J'ai noté que c'était une approche de… Alors, Malise, vous me corrigez, c'est une approche de l'invisible qui unit les êtres vivants et la nature. Et voilà. Et Malise va nous inviter à une sorte de conférence découverte à travers cet art de notre relation à la nature. Alors, avant de lui laisser la parole, un petit dernier élément. Malise m'a indiqué, parce que voilà, ça me paraît intéressant, parce qu'on est nous-mêmes en train de travailler dans les ULAB avec des initiatives qui vont peut-être donner lieu à réfléchir à des lieux. Et justement, Malise et Objectif Terre cherchent un lieu. Et donc, voilà, je fais cet appel pour elle. Parce que, évidemment, voilà, il y a peut-être des choses qui viendront en tête et qui nous donneront envie de créer des connexions et de proposer des lieux pour que Objectif Terre trouve un endroit où s'épanouir. Malise, je vous laisse la parole. Je vous souhaite à tous une très belle conférence. Je me la souhaite aussi. Et je vous propose peut-être de, si Malise en est d'accord, de couper notre micro pour qu'on puisse participer et laisser Malise à l'œuvre dans cette conférence. Malise, c'est à vous. Merci beaucoup, Michel. Merci de m'avoir proposé cette conférence que j'aime beaucoup et qui effectivement est vraiment l'occasion de se relier au grand rythme de la vie. Donc, je vous souhaite aussi à tous de savourer cette heure que nous allons passer ensemble. Je vais juste commencer par présenter un tout petit peu Objectif Terre, même s'il y en a plusieurs qui connaissent, mais juste en quelques mots pour donner donc… voilà, je partage mon écran. Donc, Objectif Terre 77, c'est juste pour rappeler qu'on organise des journées, des ateliers, des conférences, des événements pour se relier à soi, à l'autre, à la nature et au monde autour de ces 4 thèmes. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez trouver sur notre site le programme des journées que nous organisons en Sud-Seine-et-Marne, donc depuis 2005, auprès des particuliers, et puis depuis 4 ans, également des ateliers dans les écoles
les collèges et d'autres structures comme des centres sociaux, des entreprises, des foyers de personnes âgées. Et nous organisons également des événements. Nous avions organisé le festival Sol en Vie il y a 4 ans ou 5 ans à Avon, Melun et Sénart sur le thème de la vie du sol. Malise, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous avez partagé votre écran. Ah, pardon, alors c'est moi qui le lis tout D'accord. seul. Alors, je reviens Parce qu'on l'a à… testé, ça marchait. Alors là, si ça ne marche pas, je suis Ouais, embêté. ouais, excusez-moi, c'est parce que j'ai effectivement… Voilà. Super. Je Il faut juste que je retrouve… Voilà. Ça va pour tout le monde, là? C'est bon? Vous voyez la diapo? OK, merci. Donc, là, les thèmes dont je vous parlais. Maintenant, donc, je vais commencer ma conférence. Alors, elle s'inscrit donc dans ce dernier thème, le monde et nous. Le monde et nous, c'est un peu le thème où on essaye de se situer dans le monde d'aujourd'hui, à la fois sur les questions de transition, sur les questions de place et sur la compréhension du monde, de ses rythmes et de la façon dont nous sommes marqués par ces rythmes. Donc, je ferai 3 temps dans cette conférence. D'abord, pourquoi s'harmoniser au rythme des saisons? Puis, je présenterai rapidement le cycle de l'année. Et ensuite, je rentrerai dans le détail des 4 saisons avec des conseils pour chaque saison. Alors, pourquoi s'harmoniser au rythme des saisons? Il y a une trentaine d'années, j'ai découvert la médecine chinoise lors d'une conférence et j'ai découvert ce cycle régulier et immuable des saisons qui était présenté dans un ordre tout à fait nouveau pour moi, avec l'idée que les énergies se transformaient d'un mois sur l'autre, du printemps à l'été, la terre, qui est une saison que nous n'avons pas, mais dont je parlerai un petit peu, l'automne et l'hiver. Et donc, ce cycle immuable était aussi en mouvement et créait des liens entre les saisons, une saison après l'autre. Le bois se transforme en feu, le feu en terre, la terre en métal, le métal en eau. Et tout ça avait un sens. Tout ça était relié également à, comme vous le voyez sur la diapo, des correspondances avec les éléments et avec les couleurs, avec plein d'autres choses dans lesquelles je ne rentrerai pas tout à fait aujourd'hui, mais qui tout d'un coup prenaient un relief très important et une joie de comprendre qu'on est dans un ensemble qui a une logique qui nous permet à chaque saison de recharger des énergies de façon différente et complémentaire. J'ai retrouvé ensuite certaines de ces correspondances en regardant la tradition occidentale, notamment les tympans des églises et des cathédrales. Vous voyez là le tympan de la basilique de Vézelay et vous voyez les petits médaillons qui présentent à la fois les travaux des champs et puis les signes du zodiaque. Donc là, par exemple, le Cancer, le Capricorne, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On ne les voit pas tous, mais il y a aussi les travaux des champs. Alors là, c'est un peu difficile de voir de si loin, mais en tout cas, il y a les travaux qui correspondent à chaque mois de l'année et ça m'a beaucoup intéressé de retrouver ça. Ensuite, j'ai recherché aussi à travers l'agriculture, une forme d'agriculture qui s'appelle l'agriculture biodynamique proposée par Rudolf Steiner, qui fait également des correspondances entre les saisons, les éléments et la façon de cultiver la terre, en faisant attention à la position de la Lune devant les constellations qui sont classées, vous savez, en 4 thèmes. Chaque constellation peut être reliée à un élément, soit la terre, l'air, l'eau ou le feu. Et en fonction de l'élément devant lequel passe la Lune, eh bien, on va s'attacher à cultiver plutôt les légumes qui correspondent à la partie qu'on va manger. Par exemple, les légumes terre, comme les carottes, eh bien, on va les travailler à des moments où la Lune passe devant la constellation de la Terre.
Il y a plein d'autres subtilités dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de retrouver ces correspondances et de voir qu'évidemment, dans la racine, on voit bien le lien avec la terre, dans la feuille avec l'eau, les feuilles sont pleines d'eau, dans l'air avec le côté lumière de la fleur, et puis le feu avec le côté plus condensé de la graine. Alors, ensuite, donc, après les correspondances, j'ai plus eu envie de m'intéresser au cycle de l'année et de comprendre un petit peu en quoi on était concerné par ce cycle. Parce que ce cycle de l'année, il a un impact sur nous et plus on le suit, plus on se reconnecte à quelque chose qui me paraît essentiel, vous allez voir comment, et plus on a envie aussi de s'y accorder dans la façon de se nourrir, de se vêtir, de dormir, de se reposer ou pas, et de suivre ce rythme qui est vraiment au sens où il nous fait comprendre des choses qui ne sont pas évidentes a priori. On est donc marqué par des rythmes. On est marqué par le rythme du jour et de la nuit, qui est lié à la rotation de la Terre autour de son axe. On est lié au rythme de la Lune, un rythme mensuel qui, lui, est lié à la rotation de la Lune autour de la Terre. Et on est lié, bien sûr, au rythme de la rotation de la Terre autour du Soleil, qui est le rythme des saisons et qui est marqué par l'axe de la rotation de la Terre avec le pôle nord et le pôle sud, c'est-à-dire qu'il y a un axe, vous savez, un peu une inclinaison de la Terre qui fait que certaines parties du globe ont des saisons plus marquées que d'autres. Donc, nous sommes liés à ce rythme, que nous le voulions ou non, puisque suivant les positions de ces trois éléments, enfin de ces trois planètes, ou ça dépend comment on les appelle, eh bien, on va être soumis à des énergies qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui sont liées à la distance entre ces trois planètes et à leur vitesse de rotation. Donc, je vais maintenant m'intéresser à ces différences de saisons et à voir comment elles nous impactent. Donc, avant de rentrer dans la différence de toutes les saisons, je voudrais vous lire un petit conte que j'aime beaucoup et vous proposer 1 minute de fermer les yeux pour écouter ce conte et vous laisser imprégner de l'ambiance qu'il raconte. Il est tiré d'un livre qui s'appelle « La nature, miroir du divin » et qui parle de l'année comme d'une respiration. Donc, je vous propose de fermer les yeux. Jadis, les Indiens Lakota entretenaient un dialogue permanent avec la nature. Ils s'en servaient pour développer des facultés mentales différentes selon le milieu géographique où ils se trouvaient. Par exemple, dès la fin du printemps, durant tout l'été et jusqu'à la mi-automne, ils s'établissaient dans les plaines. Là, leur moi, MOI, se disséminait aux 4 vents. Ils goûtaient un sentiment de liberté illimitée, d'exubérance et d'exaltation, de joie intense d'être vivant. Ils se nourrissaient d'espace, de lumière et de vent. C'était le temps du mouvement, de l'aventure, des grandes chasses aux bisons, des cérémonies, des fêtes et des retrouvailles après une année de séparation avec les autres clans. Quand les herbes blanchissaient sous le premier gel, ils démontaient leur tipi pour se diriger vers le sanctuaire des Black Hills. Bien abrités par les parois des falaises et sous le couvert des pins à proximité d'une rivière, ils prenaient alors leur quartier d'hiver. Là, leur moi se regroupait, se recentrait, retrouvait ses aptitudes réflexives et introspectives. Les expériences vécues en été se partageaient autour des feux de camp. Certaines deviendraient des histoires collectives, des légendes pour les générations futures. Ainsi, le rythme interne des gens s'harmonisait avec le rythme externe des saisons et des lieux.
Voilà. Cette belle histoire qui nous fait voyager, nous fait peut-être sentir à quel point nous sommes loin de tout ça, m'intéresse beaucoup pour son rythme. On entend dans ce récit comme une respiration avec un grand expire qui correspondrait au printemps et l'été et un grand inspire qui correspond à l'automne et l'hiver. Au printemps, les Indiens partent s'épandre dans des grands espaces. Ils vivent ce temps comme une dilatation de leur être, puis ils reviennent dans un espace limité, cadré, qui incite au retrait, au retour sur soi, à la mémoire de ce qui a été vécu, au silence. Les biodynamistes dont je parlais tout à l'heure parlent de la respiration de la Terre qui elle-même suit ce rythme. La Terre expire les plantes, puis les fleurs, puis son énergie se concentre dans les fruits avant de se retirer complètement à l'intérieur. Et on retrouve cette alternance dans le calendrier chinois inspiré du I Ching. Donc le I Ching, dont Michel parlait tout à l'heure, c'est un livre chinois de très ancien, de sagesse, plein d'images poétiques et de textes très évocateurs et dont je vous parlerai de temps en temps. I Ching, ça veut dire livre des changements. Et ce qui est intéressant vraiment dans cette approche, c'est que tout change tout le temps et comment on peut s'adapter à ces changements pour les vivre le mieux possible. Alors, les deux grands principes qu'on retrouve dans ce livre et qui sont à la base de la médecine traditionnelle chinoise, c'est bien sûr le yin et le yang, que j'ai présenté sur cette image pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que sont ces deux notions. Donc, vous voyez que sur la partie gauche, on a, alors déjà, pour le yin et le yang, on a à chaque fois la même photo. Mais d'un côté, on a le soleil qui se lève et qui se sépare de la pluie, qui va monter, qui va signifier une extériorisation, justement, un côté d'expansion, de montée, d'aller vers le ciel, de déployer une force et puis de fermeté, d'initiation, au sens de commencer quelque chose. Et puis, de l'autre côté de la montagne, on a le yin, où au contraire, on a les nuages qui se rassemblent, qui vont s'assombrir, qui vont apporter de l'obscurité, qui vont apporter un côté qui descend vers la terre, vers le petit, vers la restauration et vers aussi, alors ça c'est moins évident dans cette image, mais le fait d'être dans une forme de disponibilité et de souplesse. Et ce sont des mots qui nous ramènent à ces deux ambiances qui étaient décrites dans l'histoire des Indiens Lakota. La méditation utilise beaucoup la respiration avec ces deux temps yin et yang, et on sent bien que ce n'est pas un hasard. Alors, on retrouve évidemment cette image que vous connaissez du yin et du yang, qui, quand on l'a ensuite divise en 4 parties, eh bien, on peut placer dessus les axes des saisons. Et là, on va rejoindre notre thème plus précisément avec le solstice, donc les deux grands axes des solstices et des équinoxes. Le solstice d'hiver est donc le démarrage du printemps, ma petite flèche, voilà. Le démarrage du printemps avec la fête de Noël, l'équinoxe de printemps, ensuite le solstice d'été au 21 juin, et puis l'entrée dans le yin avec au milieu l'équinoxe d'automne, puis le solstice d'hiver. Donc, je vais développer ces 4 temps, le jeune yin, le vieux yin, pardon, le jeune yang, le vieux yang, le jeune yin et le vieux yin, en les comparant dans la médecine ayurvédique aux 4 âges de la vie. La première partie de la naissance à 25 ans, qui est consacrée à l'apprentissage de la vie, de connaître son corps, de l'exercer, d'acquérir des connaissances intellectuelles, d'apprendre à vivre avec les autres et de développer sa créativité. Ensuite, la deuxième période de 25 à 50 ans, évidemment, tout ça est un peu schématique, hein, ça s'adapte après à chacun, à chaque histoire. Une période plus de réalisation de soi, de vie active qui correspondrait plus à l'été. La troisième saison, qui est de 50 à 75 ans, qui correspond à une période de transmission, de conseils à des plus jeunes, pourrait rapprocher de l'automne.
Et puis une quatrième partie dédiée à une période plus introspective, on va dire plus intérieure en tout cas, et plus peut-être pour certains en tout cas rapprochée d'une vie spirituelle, qui est la préparation au grand passage qui correspond à l'hiver. Et de même qu'on peut faire cette comparaison avec les âges de la vie, on peut la faire aussi avec les périodes de la journée, puisqu'on a également le jour et la nuit qu'on peut diviser de la même façon en 4 temps. Alors, comment s'imprégner de ces saisons et pourquoi et comment s'en imprégner? Une saison, c'est une énergie, comme je disais tout à l'heure, et c'est une opportunité de s'imprégner d'une forme d'énergie. Et plus on la sent, plus on voit à quel point elle peut nous donner des indications sur notre façon de vivre, et non seulement dans la journée, mais aussi dans la saison. Alors ça veut dire qu'il faut être plus conscient de ce qu'on vit, c'est-à-dire à quelle heure on est dans la journée, à quel mois de l'année on est, dans quelle saison. Et c'est pour ça aussi que je fais cette conférence, parce que elle m'aide moi-même à me rappeler à chaque moment à quel moment je suis de l'année. Et c'est vraiment intéressant pour faire aussi bien des exercices que de réfléchir à son rythme de vie. Vous allez voir comment. Alors, nous avons besoin de fêtes pour marquer ces saisons, et c'est vraiment l'intérêt des fêtes. En Occident, on a ces 4 fêtes fondamentales qui sont malheureusement perdues beaucoup de leur sens, mais qui sont des marqueurs de saison, j'ai envie de dire, comme des portes d'entrée dans les saisons. J'y reviendrai pour chacune de ces saisons, mais c'est un moment de se reconnecter à cette énergie et donc de la vivre un peu plus en conscience. Alors, pour définir le début de chaque saison, je choisis le calendrier chinois parce que, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est qu'on fait référence aux tout premiers indices. Ça, c'est aussi une notion qui est beaucoup dans le I Ching, c'est-à-dire d'essayer de sentir et de percevoir les tout premiers indices de quelque chose, notamment pour les saisons. Eh bien, par exemple, pour la saison du printemps, vous savez que la fête du Tet du Nouvel An chinois, elle est placée début février, parce que début février, il y a effectivement des indices dans la nature qui montrent que l'année démarre. On a, par exemple, les oiseaux qui se remettent à chanter. On a la sève qui commence à remonter dans les arbres. C'est le moment où on va commencer à récolter, par exemple, la sève de bouleau. On a la reine des abeilles qui se remet à pondre. Voilà, il y a des petits signes dans la nature qui nous montrent que la Terre se prépare à ce changement. Que nous, en Occident, on va démarrer le printemps le 21 mars, c'est-à-dire 6 semaines après, qui est plutôt dans la nature, déjà un point, on est vraiment en plein dans le printemps au mois de mars. Bon, voilà, c'est un petit décalage. Les deux sont intéressants. Nous, on se place plus sur le point de vue du ciel et du soleil, et les Chinois se placent plus, enfin les anciens Chinois, sur le point de vue de la terre et des signes concrets, des manifestations concrètes de la saison. Donc, en divisant par 3 chaque saison, eh bien, on obtient les 12 saisons de l'année, les 12 mois, que je vais donc vous présenter sous la forme des hexagrammes. Les hexagrammes, ce sont des signes qui comprennent chacun 6 traits, vous voyez, et ces traits sont soit yang, c'est-à-dire d'un seul tenant, soit yin quand ils sont divisés en 2. Et dans les 64 hexagrammes du I Ching, donc ce livre de sagesse chinois, il y en a 12 qui sont des hexagrammes calendaires. Donc, en s'appuyant sur ces hexagrammes calendaires, on peut se rapprocher de l'énergie des mois. Et j'ai rapproché ensuite cette énergie des mois dans le I Ching à l'énergie des mois qu'on peut dégager du zodiaque, puisque les constellations elles-mêmes et les signes, qui sont en fait la répartition par 12 mois égaux des constellations, mais qui correspondent aux mêmes énergies des constellations, peuvent être rapprochés de ces 12 hexagrammes. Donc, on va les passer en revue les uns après les autres. Alors, pour chaque saison, je vous donnerai le sens des 3 mois étudiés,
la fête principale et son sens à la fois symbolique et concret. Et puis, pardon, je m'appuierai sur un texte chinois qui s'appelle le Su Wen, qui parle des saisons et de façon très intéressante, je trouve, qui donne des conseils de vie qui sont assez instructifs. Alors, j'en donnerai quelques exemples pour chaque saison, mais je ne vais pas pouvoir entrer vraiment dans les détails. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande un livre qui s'appelle « Les 5 saisons de l'énergie, la médecine chinoise au quotidien », qui est vraiment un livre remarquable par des conseils très concrets, qui décrit très bien ce que c'est que la médecine chinoise, j'ai envie de dire pour les nuls. C'est un livre tout à fait abordable. Je vais vous lire une petite phrase d'un texte justement du Su Wen. Le spectacle des 4 saisons procède d'une animation céleste invisible. L'aspect terrestre des saisons le rend visible. Considérant ce qui vit autour de nous, plus immédiatement et visiblement, le jaillissement se développe au printemps, fleurit en été, s'équilibre en automne et se retire en hiver. Donc, je vais commencer par le printemps, puisque nous y sommes. Les 3 mois du printemps. Donc, je vais commencer par le mois de février, comme je disais, puisqu'il démarre l'année dans cette approche chinoise, et par donc cette fête du Nouvel An. Février, donc c'est le mot février qui veut dire purifier, c'est le mois des purifications, et c'est donc une préparation dans l'entrée du printemps. Ça correspond au mois du carême où il s'agit de nettoyer son corps pour le préparer à la fête de Pâques, mais aussi parce que très logiquement, les greniers sont vides ou commencent à être vides et donc il n'y a plus grand-chose. Donc les choses sont ainsi faites que eh bien, c'était une période où on mangeait moins et que le carême est venu se poser logiquement sur cette période de l'année où il y a un peu une période de carence difficile et donc de possibilité d'alléger le corps pour le purifier. Le chiffre de carême, le mot carême vient du mot 40 jours, 40, kérésima, et donc correspond à cette période de 40 jours. La figure qui correspond à ce mois de l'année, donc l'hexagramme, il s'appelle l'approche et on peut le rapprocher du Verseau. Que le Verseau, c'est un signe qui verse de l'eau, vous voyez, qui verse la connaissance sur la terre. C'est un signe d'enseignant, souvent, et c'est un moment où on s'approche avec bienveillance de tout ce qui est en train d'émerger pour l'encourager à pousser. Ce sont des petits germes qui commencent à sortir de terre et il faut donc verser de l'eau pour les faire pousser et les regarder, comme je disais, avec beaucoup de bienveillance et de tendresse. Le mois de mars, ça correspond à la fois à la prospérité avec le signe des poissons et à l'abondance, mais c'est aussi déjà un peu l'énergie du bélier, on va le voir. La coïncidence entre les signes et les hexagrammes n'est pas toujours parfaite, hein, évidemment, il y a des petits décalages, parce qu'il y a cette histoire de 21 février, 21 mars. Pour les hexagrammes, c'est plutôt début février, début mars, donc forcément, il y a des petits décalages. Ce moment de prospérité, c'est un moment où il y a beaucoup d'énergie et où on a forcément peut-être des difficultés, on peut être un peu emporté par ces montées d'énergie. Et donc, il faut être attentif à cela et un peu dérouler les choses progressivement pour laisser cette énergie nous traverser et la rendre beaucoup plus agréable. Le mois de mars, ça vient aussi du nom du dieu de la guerre. C'est le symbole de la force physique qui renaît, un moment où on brise les chaînes du froid et de l'hiver, on casse sa coquille par un coup de tête comme le bélier qui fonce. Je vais vous mettre aussi cette image que je trouve très belle qui montre la position des constellations et des signes dans le corps. Vous voyez que le bélier correspond à la tête. Et évidemment, le bélier, on le comprend bien, il est là aussi dans la grande force, qui est l'hexagramme en lien avec le bélier.
on peut voir la tête du bélier, vous voyez, avec les deux cornes. Donc, il y a voilà, des correspondances comme ça qui sont assez fortes, qui montrent que c'est le moment où on a envie de pousser un peu, d'ailleurs, dans cet hexagramme de la grande force. L'histoire, je parlais tout à l'heure des textes poétiques, c'est l'histoire du bélier un peu fonceur. Et donc, on est dans cette énergie voilà, d'impulsion, on va dire, qui correspond aussi dans la médecine chinoise à la colère, le mouvement du bois. Donc, c'est un moment comme ça de grande impulsion. Alors, quelle est la fête du printemps en Occident? C'est Pâques. Pessa, ça vient de Pessa, le passage. C'est Moïse qui a institué cette fête au moment de la pleine lune de printemps. Cette année, elle a eu lieu le 4 avril et elle commémore la sortie d'Égypte en vue de la terre promise. Elle fête donc la libération de l'esclavage auquel étaient soumis les Hébreux chez les Égyptiens. En anglais, le mot Pâques, c'est Passover, qui veut dire passer au-dessus. C'est bien un passage vers un niveau de conscience supérieure et qui va être déclenché par la mutation géographique qui va passer, donc permettre la sortie de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Donc le passage de l'esclavage vers la liberté. Et c'est un peu aussi à mettre en correspondance avec le passage de l'enfance à l'adolescence, un moment où on a envie de casser des choses pour prendre plus de place, grandir et mourir à l'enfance pour passer à autre chose. D'ailleurs, le symbole de Pâques, c'est l'œuf dont il s'agit de casser la coquille pour transformer quelque chose. Nous arrivons ensuite au mois d'avril. Le mois d'avril, avril, ça veut dire, ça vient du mot aprilis, qui serait emprunté au nom de la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour. C'est la période, en effet, des amours. On y est en plein, l'amour des amours des oiseaux. Et il y a aussi une étymologie qui viendrait du mot april, qui voudrait dire ouvrir, le moment où les fleurs s'ouvrent, le moment de l'épanouissement, de la douceur. Dans le I Ching, ça correspond à l'hexagramme grande force ou la résolution. Enfin, grande force, excusez-moi, c'est l'hexagramme d'avant. Donc, je suis un peu à cheval entre mars et avril. Voilà. Donc, la grande force, c'est un moment avec beaucoup d'énergie, comme je disais tout à l'heure, où il ne faut pas se laisser emporter. Donc, de février à début mai, on est dans cette énergie du printemps. Et ce petit texte du Sun Wen nous dit « Les 3 printemps sont appelés jaillir et déployer. Ciel et terre, ensemble, produisent la vie. Les 10 000 êtres de là sont vivifiés. À la nuit, on se couche, à l'aube, on se lève. On arpente la cour à grandes enjambées, cheveux dénoués, le corps à l'aise, exerçant le vouloir vivre pour la vie. Faire vivre et ne pas tuer, donner, ne pas ôter, récompenser, ne pas punir. Ceci est la voix propre au souffle du printemps qui répondent ainsi à l'entretien de la vie. » Voilà, donc les conseils de ce printemps, c'est la remise en route. Donc il s'agit d'étirer les muscles, de se remettre en route, de nettoyer, de détoxiner, de faire, comme il est dit, des marches conscientes dans la cour avec de grandes enjambées, d'étirer le corps, de donner une nourriture plus légère. Sans aller jusqu'au jeûne, on peut alléger un petit peu, prendre pendant quelques jours une monodiète, des légumes plutôt à la vapeur, de commencer à mettre des crudités. Et puis, on va continuer à se coucher tôt, mais commencer à se lever plus tôt. Donc, comme je disais, c'est un moment de montée d'énergie. Et donc, il faut développer un peu, j'ai envie de dire, en contrebalancement, une forme de patience par rapport à ces petites forces qui sont en train de croître tout doucement. On a envie quelquefois que ça aille plus vite. Mais il y a quelque chose à développer du côté de la patience et de la bienveillance. C'est un moment aussi où on peut réfléchir à des nouveaux projets, élargir son champ de vision, puisque le bois et le printemps sont reliés à la vue. Et donc, c'est un moment où on peut... vous savez, l'image, c'est aussi, on ouvre ses fenêtres, on ouvre les volets, on regarde dehors, on pousse quelque chose pour aller voir ce qui se passe.
et élargir, se remettre en connexion avec la nature. Alors, je vais maintenant rentrer dans les 3 mois de l'été, donc en démarrant avec le mois de mai. Le mois de mai, c'est l'élan printanier, c'est la profusion des fleurs, des couleurs et les plantes à leur maximum de vigueur. Le muguet et embaume et les petits brins symbolisent le bonheur. C'est traditionnellement, dans la religion catholique, le mois de Marie, un mois fort et doux à la fois. L'hexagramme qui correspond, c'est la résolution, où il s'agit dans une situation de grande force, qui est la force de la terre, là symbolisée par le taureau, eh bien, se montrer à la fois décidé et en même temps ne pas se laisser emporter par cette force de ce qu'on a à dire. L'été, c'est en effet la saison de l'expression, de l'échange, de l'expression artistique. Je vais y revenir. Le mois de juin, le mois de Junon, qui est peut-être rattaché à la racine du mot latin juvenis, qui veut dire la force physique de la jeunesse dans sa plénitude. C'est le mois de l'apogée. À la fin du mois de juin, la croissance des plantes sera achevée et s'ouvrira alors la période de reproduction. Vous voyez que dans l'hexagramme, on a 6 traits yang. C'est vraiment le maximum. On est au solstice d'été, à la Saint-Jean, donc la fête qui symbolise l'été, qui autrefois on fêtait la Saint-Jean avec des grands feux de joie. On dansait autour, c'était la fête de l'amour. Et je pense que la Saint-Jean pourrait devenir une grande fête de la création artistique. Alors, c'est la fête de la musique, mais bon, elle n'est pas toujours perçue avec ce côté de création, où il pourrait y avoir aussi d'autres formes d'art, de la danse notamment, et puis du chant. Enfin, voilà, c'est quelque chose où chacun pourrait peut-être plus participer et développer son énergie artistique. Ce qui est le cas dans certains villages, heureusement, et c'est super. C'est un moment où on est vraiment en communion avec la nature et on peut développer et déployer complètement ses sens. C'est le moment d'échanger et de s'exprimer, comme je le disais tout à l'heure. En juillet, les moissons battent leur plein. Juillet est tourné vers la chaleur et les plantes s'épanouissent et commencent à faire mûrir leurs fruits et les graines qui assureront leur descendance. Donc, c'est à la fois la pleine extériorisation et le début de l'intériorisation, c'est-à-dire que les fleurs commencent à se transformer en fruits. Et on le voit à la fois dans cet hexagramme où on voit un petit trait yin en bas. Les hexagrammes se lisent de bas en haut, donc c'est la réapparition du yin, donc de ce freinage qu'apporte le yin au yang, et donc de ralentissement. Le solstice, c'est le soleil qui s'arrête, c'est-à-dire que c'est un moment de ralentissement de l'énergie yang qui va ralentir, donc comme je disais, par la présence du yin qui redémarre. C'est également à mettre en lien avec le cancer, qui est un signe qui a besoin de se retirer un peu dans sa coquille, un côté de protection, de recul. Et donc, ça correspond à un mois où on peut, là aussi, si on est sensible aux tout premiers indices, sentir ce retrait qui commence à apparaître et à basculer vers une énergie plus yin. Donc cet hexagramme s'appelle aussi la rencontre, puisque c'est aussi continue à être un temps de rencontre, mais rencontre où le yin va faire son apparition. Alors les 3 mois de l'été sont appelés prospérer et développer la fleur. Les souffles de la terre et du ciel s'entrecroisent, les 10 000 êtres fleurissent et fructifient. À la nuit, on se couche, à l'aube, on se lève. On ne reste pas au soleil, exerçant le vouloir vivre, mais sans violence, secondant en soi l'éclat de la beauté et de la force qui accomplissent alors leurs promesses. Il faut seconder l'éclat des souffles, dont il apparaît qu'ils aiment se trouver à l'extérieur. Ceci est la voie propre au souffle de l'été, qui répondent ainsi à l'entretien de la croissance de la vie. Aller à contre-courant porterait atteinte au cœur, posant à l'automne les fièvres intermittentes. Par insuffisance de l'apport à la récolte, l'hiver venu, la maladie s'aggravera.
Alors, c'est un peu plus compliqué comme texte, mais je l'ai laissé quand même parce que ça montre bien que si on s'accorde à une saison, on a des chances de mieux vivre la saison d'après et encore celle d'après. Là aussi, on est beaucoup dans les indices, on est beaucoup dans la prévention. C'est ce que j'aime aussi dans cette approche, c'est qu'on va beaucoup plus essayer de soigner les choses en amont qu'en aval. Les deux sont bien sûr utiles, mais en tout cas, là, c'est une indication qui nous dit de faire attention en été, et bien, de ne pas se nous mettre trop au soleil, hein, déjà à cette époque-là, on nous le disait, de, en même temps, extérioriser des choses, de se rencontrer, mais dans des ambiances qui favorisent l'échange et la douceur. Donc, c'est une saison qui nous demande de l'extériorisation, d'aller vers la joie, l'ouverture du cœur, le feu, la lumière, de laisser libre cours au rire, aux échanges, de faire circuler nos émotions. Et justement, le rire permet de faire sortir des émotions qui peuvent être un peu trop contenues. On va se coucher tard, se lever tôt, et le temps du repos devrait être plutôt réservé à l'hiver. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, les risques liés à cette saison, c'est la dispersion, l'éparpillement, trop d'exaltation. Donc, il faut laisser jaillir nos émotions, mais en douceur, comme je le disais, avec des temps de chant, de danse. Et puis, au niveau de l'alimentation, plutôt d'augmenter un peu les crudités avec leur pouvoir rafraîchissant, les fruits et des repas comme ça un peu plus légers qui accompagnent ce temps, des boissons, etc. Je vais faire une toute petite pause de 2 minutes, le temps si vous avez envie, parce que je sais que c'est un peu dense. Et puis, si vous voulez prendre une ou deux questions, et ensuite, j'enchaînerai sur l'automne et l'hiver. Donc, on reprend dans 2 minutes. Vous pouvez aller boire un petit thé, justement, boire un peu d'eau, et puis on se retrouve. Je vois qu'il y a encore beaucoup d'écrans fermés, donc je vais attendre un petit peu. Alors voilà, je fais une toute petite pause donc, par rapport à ce rythme un peu dense, savoir si vous avez des questions de compréhension ou si ça va. Oui, je poserais bien une question parce que, comme vous dites, c'est extrêmement dense.
C'est même Oui. très difficile de prendre des notes en vous Oui. écoutant, Mhm. parce que aussi il y a les diapos d'un PowerPoint qui passent. Oui. Alors j'ai bien noté la référence bibliographique Oui. qui est précieuse pour moi, parce qu'il faut reprendre ça après. Est-ce que vous avez fait un écrit auquel on puisse se référer, ou le PowerPoint, c'est quelque chose qui vous est personnel, ou est-ce que c'est quelque chose qui est diffusé également? Je ne sais pas. C'est une question. Oui, oui, pour l'instant, c'est personnel dans la mesure où je travaille encore ces sujets, donc je ne souhaite pas pour l'instant les diffuser plus que ça. Mais voilà, après, on pourra en reparler si vous voulez. Vous pouvez très bien m'envoyer un petit mail, je peux vous donner des éléments, voilà, avec plaisir. Mais Merci. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Moi, j'ai juste une question. J'ai bien compris que finalement, chaque élément du verso, des 12 signes occidentaux, il faut un peu les décaler en fait de 21 jours à peu près. Oui, alors quelques jours, 21 jours, puis vous avez vu aussi que les symboles peuvent un peu être à cheval sur deux choses, donc c'est pas toujours exact. Par exemple, pour le bélier, vous voyez qu'il y a eu un petit décalage. Quand même, on sent bien qu'il y a ces forces-là, mais après, et puis suivant les années, ben, quelquefois le printemps, on a l'impression qu'il démarre plus tard, d'autres années plus tôt. Donc c'est tout ça, ce sont des symboles. Après, c'est adapté en fonction de ce qu'on sent. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des correspondances entre les deux approches qui sont assez étonnantes. Enfin, moi, ça m'a beaucoup émerveillée de voir ça et de travailler ça. Et ça donne envie d'aller à Vézelay voir le Porsche, pas celui de Viollet, Ouais, mais le vrai, et puis de ouais, faire la lecture avec ça. Parce que moi, je le fais de temps en temps avec la Maison du Visiteur et les franciscains de Vézelay, mais là, de le faire de cette manière-là, c'est aussi très intéressant. ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai que ça m'a permis aussi de relire tout ça autrement. C'est très intéressant. Ouais. C'est super, ouais. Ok, Peut-être j'avais oui, juste peut-être pour compléter ce que tu disais, Malice, tout à l'heure, euh, dire que aussi au sein d'Objectif Terre, tu développes un certain nombre d'activités qui sont très en lien avec ce que tu viens de dire, et puis que aussi tu fais des consultations de Viking, donc voilà, ça peut. Je sais que tu ne vas pas forcément le dire, ta modestie te l'interdit, mais voilà, ça peut aussi être une manière, à titre personnel, de compléter, d'approfondir une recherche de manière tout à fait intéressante. Voilà. merci Catherine. Merci beaucoup. Euh, Oui, je m'intéresse beaucoup à ce livre, c'est sûr. Je travaille depuis très longtemps avec quelqu'un de remarquable qui s'appelle Pierre Faure. Je vais en profiter pour le citer parce qu'il mérite bien d'être cité. Faure, Faure, c'est vraiment un des grands érudits français de la civilisation chinoise, et spécialement de ce livre, mais aussi d'autres livres qu'il traduit, comme Lao Tzu. Enfin, voilà, c'est quelqu'un vraiment de passionnant. Alors, je vais continuer si vous êtes d'attaque. Donc, sur l'automne. Donc, l'automne correspond, comme je le disais, au début de l'inspire, et c'est donc au début d'un temps d'intériorisation. Elle commence donc début août. Alors, je vais repartager mon écran. Donc, elle commence début août. Qu'est-ce qui se passe? Alors, excusez-moi, petit détail technique. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'écran, hein, Malise. Nous, on voyait l'écran, mais on voyait effectivement, on voit pas. On est toujours sur le cancer. Eh ben, je n'arrive pas à le bouger, c'est ça qui m'embête. Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Alors, donc le mois d'août, c'est une période de très grande chaleur avec la canicule, la Sirius, la petite chienne qui passe à ce moment-là, se lève et se couche en même temps que le soleil. Donc, on va se chercher à se protéger de la grande chaleur, à se retirer à l'ombre
Et en même temps, paradoxalement, c'est le mois du lion, enfin paradoxalement, ça se comprend, hein, le mois du lion qui se montre et qui peut peut-être devenir quelquefois un peu envahissant. Donc là, vous voyez, c'est un peu le pendant, les deux, puisque dans les hexagrammes calendaires, c'est le retrait qui parle de se distancer, de prendre un peu de recul dans une situation, et donc qui correspond au lion, un peu en contrebalance. Alors donc, voilà pour le mois d'août. Ensuite, le mois de septembre. Alors septembre, ça correspond au 7e mois, au moment où l'année commençait au mois de mars. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage, alors que dans la vraie vie d'aujourd'hui, ça correspond au 9e mois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc c'est un moment où l'harmonie apparente domine, et pourtant les jours vont commencer à diminuer et à être plus courts que les nuits, puisqu'on est à l'équinoxe d'automne, et il faut commencer à penser à l'hiver qui va approcher. Pour cela, il faut engranger les récoltes, trier, garder ce qui va se conserver et jeter le reste. C'est le moment des bilans, souvent symbolisé par la Vierge. Et l'hexagramme correspondant, vous voyez, il y a égalité entre trait yin et yang. Ça correspond donc à ce moment d'équinoxe, c'est-à-dire que les jours et les nuits ont la même durée. Mais cette fois, ça s'appelle, vous vous souvenez peut-être qu'au printemps, c'était la prospérité. Et là, l'automne, c'est l'adversité, puisque au contraire, on peut diviser les hexagrammes en 2 trigrammes. On a en haut le ciel et en bas la terre. Et là, le ciel va monter et la terre va descendre. C'est ça leur mouvement, hein. Donc, on va avoir séparation. Et donc, il va y avoir, on dit que là, au contraire, les souffles de la terre et du ciel ne se croisent plus. Et au contraire, ils se séparent. Et effectivement, même si on a une impression de douceur de cette époque-là, on a aussi un petit pincement parce qu'on sent que l'hiver approche, que les nuits, le jour va se coucher plus tôt, enfin le soleil va se coucher plus tôt, que les soirées commencent à être fraîches. Et même s'il y a une impression de douceur et d'été encore dans la journée, eh bien la nuit, le soir, on sent que les temps changent, comme on dit. Donc voilà, il y a ce côté adversité parce qu'effectivement, chacun repart dans son camp, si j'ai envie de dire, le ciel en haut, la terre en bas, et du coup, il n'y a plus cette prospérité. La croissance des plantes va s'arrêter et on peut avoir un petit moment de tristesse, hein, de nostalgie à ce moment-là, puisqu'il va falloir resserrer ses forces et apprendre à dire non. On va le voir, ça c'est l'adversité. On va le voir dans la fête qui symbolise l'automne, qui est une fête très intéressante, même si elle n'est plus très fêtée, qui est la fête de Saint-Michel. Saint-Michel, c'est Michael, l'ange qui est comme Dieu, qui est représenté soit comme tenant une balance pour peser les âmes, soit comme terrassant un dragon. Là, vous voyez qu'il y a les deux, puisqu'il a à la fois sa balance et le dragon. Donc la balance, c'est un peu ce moment de bilan où on fait effectivement, on va peser les récoltes de l'année. Alors c'est au niveau évidemment pratique, concret de combien j'ai ramassé de pommes de terre et de pommes et de je ne sais pas quoi, mais aussi dans mon année, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un bon moment pour faire un bilan. Et puis un moment aussi où on écrase le dragon, c'est-à-dire qu'on va ramener à leur place toutes les émotions qui ont été un peu exubérantes pour leur redonner une place plus modeste, on va dire, et pouvoir entrer dans une forme d'intériorisation. On a aussi l'épée qui symbolise le côté tranchant du métal. Hein. L'automne en médecine chinoise est rapproché au métal et donc à ce qui tranche. C'est le moment où il faut aussi trier qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse. Qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que je vais commencer à changer, à faire le tri entre ce qui correspond à de l'ancien et du nouveau. Donc, il symbolise à la fois toutes ces choses-là, c'est Saint-Michel, et cette fête, elle est vraiment une porte d'entrée vers l'hiver, vers la saison de l'intériorisation. Le mois d'octobre est associé à l'hexagramme le regard. Et le regard, l'idéogramme qui correspond à ce mot-là,
ça représente une chouette avec 2 yeux. Et la chouette, c'est un animal qui voit dans l'invisible. Donc, il y a un côté très, comment dire, justement de se reconnecter à des choses qu'on ne voit pas d'habitude. C'est un animal de la nuit, hein, et c'est un animal qui, donc, symbolise ce côté un peu, comment dire, en retrait des émotions, en hauteur, en regard qui transperce les choses apparentes pour aller plus loin et plus profondément. Les 3 mois de l'automne, nous dit le Suwen, sont appelés surabondés et équilibrés. Les souffles du ciel se font pressants. Le ciel montre une hâte à retirer ses effets vivifiants. Les souffles de la terre ont de la munificence. La terre s'attarde dans ses productions. On se couche tôt, on se lève tôt. On fait le coq, exerçant le vouloir vivre paisiblement et tranquillement. Alors pourquoi le coq? Ça fait allusion à une phrase de Lao Tse qui dit « conscience de coq, contenance de poule ». En fait, le coq, il a un côté un peu immobile et il vient contenir la poule. Il vient réprimer quelque chose pour amener quelque chose d'un peu plus calme, contenu, on va dire. Donc, il y a une subtile disharmonie dans l'automne. Il ressemble du point de vue de la terre à un été qui s'éternise, et tandis que le soir, à la fraîche, il montre clairement la fuite, la dérobade, le retrait accéléré des souffles du ciel. Donc l'automne, c'est une saison où il est bon de recommencer à se coucher tôt. C'est la saison liée aux organes des poumons, comme je disais, de la respiration. Donc un temps très utile pour exercer sa respiration. Pour aussi se remettre en lien avec les odeurs de l'automne, des champignons, les parfums de la terre. C'est aussi une bonne saison pour se remettre à méditer, puisque en méditant, bien qu'on puisse évidemment méditer toute l'année, mais en méditant, on se détache des émotions. Il y a ce phénomène de retrait et on va accepter de quitter la douceur de l'été et de l'automne pour entrer dans l'hiver et en trouver de nouveaux bienfaits. Dans la philosophie chinoise, l'automne est d'ailleurs associé à la tristesse. Donc, c'est aussi pour voilà, prendre de la distance, comprendre plus intérieurement qu'est-ce qui se passe dans cette saison-là. Et puis, on va recommencer à manger des choses un peu plus consistantes, plus chaudes, pour se préparer l'organisme à prendre des forces pour l'hiver. Le mois de novembre, qui signe donc l'entrée dans l'hiver et commence chez nous, enfin on pourrait dire ça, en tout cas c'est la fête de la Toussaint, fin octobre, début novembre. C'est donc l'entrée dans l'hiver qui passe par une confrontation avec la mort. Le signe du Scorpion est souvent associé à la mort, un signe des profondeurs aussi, de la destruction. Et c'est le moment où les arbres sont mis à nu, où la nature devient austère, engourdie, où l'humus s'enrichit de la destruction des plantes par les vers des terres et les autres petits insectes. Il est associé, vous voyez, à l'usure, où là on a déjà 5 traits yin et un seul trait yang. C'est un hexagramme qui parle justement d'un temps où on a un peu, peut-être un peu tiré sur la ficelle, et du coup il faut faire attention et il faut rester un peu tranquille, sans but, lâcher prise et restaurer ses forces. Donc, vous voyez l'opposition entre le printemps où on débloque le mouvement par le mouvement et à l'automne où, au contraire, on lâche prise et on descend intérieurement pour comment dire, trancher dans le sens d'élaguer les choses et fluidifier pour que l'énergie... Le mois de décembre, c'est le mois maximum. Vous voyez que là, on a tous les traits yin, de l'obscurité, du solstice d'hiver. Et c'est le moment aussi, à la fin de l'année, où la lumière va recommencer à augmenter, donc où le yang va réapparaître. Mais c'est le mois où on est invité au maximum d'intériorisation. Dans certaines traditions, on appelle la période entre Noël et l'Épiphanie les 12 nuits saintes. C'est une période où le ciel est particulièrement clair, pendant laquelle on peut se préparer symboliquement à l'année qui va venir.
Chaque journée peut être mise en relation avec un mois à venir et nous aider ainsi à préparer la suivante. C'est un temps aussi un peu suspendu, le solstice, encore une fois, le soleil qui s'arrête, un peu un mouvement, un moment comme ça un peu particulier de l'année qui correspond au réceptif, c'est-à-dire un moment d'accueil de ce qui est particulièrement, de manière à concentrer ses forces, à vivre une forme d'apaisement et à préparer une direction pour l'année qui vient. La fête de l'hiver, c'est bien sûr la nativité. Noël qui vient de Natalis, qui est un jour de la naissance. C'est le fait du retour de la lumière, de cette naissance, de la lumière encore fragile, de la fragilité, de la tendresse. Une fête qui pourrait être vécue de façon très intérieure, même si ce n'est pas toujours le cas, et qui pourrait être vécue par des moments de silence, de recueillement, parce que ce serait plus l'énergie de cette fête, même si on est très envie de fêter le retour de la lumière, mais peut-être aussi d'accepter ce temps de silence comme un temps de recontact avec des choses plus profondes de soi. Ensuite, on arrive au mois de janvier. Alors, je vous ai mis ce beau détail de la cathédrale de Chartres. Vous voyez qu'on retrouve le Verseau, les Poissons, le Capricorne, et puis on a là le dieu Janus. Le Janus qui correspond au mois de janvier avec ses deux visages, le visage qui regarde l'année passée et le visage qui regarde l'année suivante. On l'appelait le dieu des portes. Et donc, ces deux masques correspondent à la fois ce moment où on peut regarder l'année passée, donc continuer son bilan, et en même temps commencer à préparer l'année qui vient. C'était aussi souvent le mois de janvier et février, la période des carnavals, où on allait détruire l'ancien, brûler l'ancien pour faire apparaître le nouveau, et puis où les esclaves se déguisaient où pouvaient, pendant les Saturnales, avoir un moment où ils étaient libres, c'est-à-dire ils changeaient là aussi de personnage. Donc c'est un moment, le carnaval, où on se déguise et où on ose exprimer des choses qu'on n'exprime pas forcément d'habitude. Le retour, il correspond à ce mois-là, il symbolise un moment où les forces sont encore à consolider. Ça s'appelle le retour parce que c'est à la fois un peu un jeu de mots entre le retour de la lumière et le retour sur soi où on va consolider ses forces. L'image, c'est, vous savez, le givre sur l'eau qui n'est pas encore assez solide pour qu'on puisse marcher sur la glace. Donc, il faut attendre que la glace se condense pour qu'on puisse marcher dessus. Et cette image, elle est très intéressante quand on est au mois de janvier parce que souvent, on a envie de redémarrer des choses et le conseil, c'est vraiment la prudence. Se dire qu'on est encore dans le temps de l'hiver et on est encore dans la fin de la consolidation des forces et il ne s'agit pas de sortir trop vite de cette intériorisation et de ce moment de renforcement. Le texte du Suwen nous dit « Les 3 mois de l'hiver sont appelés fermés et thésaurisés. L'eau gèle, la terre se fendille, on n'a plus rien à voir avec le yang. On se couche tôt, on se lève tard. Il faut tout faire selon la lumière du soleil, exerçant le vouloir-vivre comme enfoui, comme caché, et s'occupant seulement de soi, comme sur soi arrêté, se possédant soi-même. Il faut fuir le froid et rechercher la chaleur. Il ne faut rien laisser s'écouler par les épaisseurs de la peau, de peur de perdre tous les souffles. Ceci est la voie propre au souffle de l'hiver, qui répondent ainsi à l'entretien de la thésaurisation pour la vie. Aller à contre-courant porterait atteinte aux reins, causant au printemps des affaiblissements par insuffisance de l'apport à la production de la vie. L'hiver est associé à l'immobilité, au froid. Il marque la fin du cycle annuel. La terre est épuisée et a besoin de reprendre des forces, nous aussi. Toute la nature s'endort à la surface du sol. Donc la mort y est associée, mais également la naissance. C'est le moment de nous reposer, comme je disais, de restaurer nos forces, de nous coucher très tôt, de nous lever tard, au moins le week-end, de faire des grandes siestes et de rester sous la couette, et de contenir et restaurer ses forces
ce qui nous permettra d'être beaucoup plus d'être beaucoup plus, comment dire, tonique au printemps et de puiser dans nos ressources qu'on aura thésaurisées, comme c'est dit, en hiver. Voilà, c'est un peu comme les silences dans la musique, un temps de faire une pause et de préparer son corps pour la saison suivante. En alimentation, on va manger des légumes qui sont en lien avec l'invisible, hein, les racines, la terre, et des légumineuses aussi, pour renforcer l'énergie des reins. Voilà, j'en ai terminé. Je conclus en disant qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à lisser les saisons et à s'habiller, à se nourrir, à avoir un rythme un peu équivalent, quelle que soit la saison. Mais je pense qu'en redonnant de l'importance aux saisons, c'est comme redonner du relief à la vie et du piment, et lui redonner un sens et une direction. Parce que vous voyez que ce cycle est d'une logique incroyable et que quand on considère comme ça ces rythmes, ça permet, comme le dit Isabelle Lading, de transformer le poids de la vie en art de vivre. Et cette mise en place de ce rythme, elle demande du temps, elle demande aussi de la conscience, puisque comme je le disais, il faut se ramener à ces fêtes en se rappelant la symbolique qu'il y a derrière ces fêtes. Eh bien, on va peu à peu se rapprocher de ce rythme et se rappeler des choses importantes de chaque saison. Et aussi, je voulais insister sur un autre point qui est qu'en Occident, surtout, et même maintenant peut-être presque dans le monde entier, on est très axé sur le côté yang, c'est-à-dire le printemps, l'été, avec cette volonté de faire beaucoup, d'être dans l'action. Mais quand on voit à l'échelle d'une année et à l'échelle du jour et de la nuit, les temps sont équivalents. Donc, il devrait y avoir dans nos journées, dans nos vies, un temps équivalent entre le yin et le yang, avec évidemment des nuances entre printemps, été, automne et hiver. Ce n'est pas le même yin et le même yang, mais quand même, globalement, eh bien, le temps yin, c'est-à-dire ce temps un peu plus subtil, enfin par certains côtés, en tout cas, dont j'ai essayé de vous parler pour l'automne et l'hiver, est vraiment important. Et c'est un temps aussi d'accueil de ce qui est, de remise en lien avec le présent. Et je pense qu'en ce moment, c'est particulièrement d'actualité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, même de loin, que j'ai sentie très attentive. Et si vous avez des questions, ben, je suis toute oui. Moi, j'avais une question. Est-ce que finalement, les vacances d'été sont bien placées? Parce que je me dis que Très bonne question. Venir parce que juillet devient un mois plutôt d'action professionnelle. Mais est-ce que finalement, quand on est dans l'énergie du soleil, on n'est pas plutôt à devoir agir et se dire le temps de retrait, il devrait être plutôt en hiver? Je pense que la logique, effectivement, voudrait qu'on ait des vacances plus longues en hiver et plus courtes en été. D'ailleurs, autrefois, les vacances, souvent, c'était pour les enfants de rentrer dans les fermes et de travailler au champ. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup inversé les choses et que moi, j'essaye de faire attention à ça. En tout cas, les 15 jours de vacances scolaires d'hiver, vraiment de reposer. On en a moins besoin l'été. Et mieux on vit ce cycle, moins on a besoin de se reposer l'été. C'est vrai qu'on ne devrait pas au mois de juin être épuisé, quoi. Oui. D'autres remarques? Est-ce qu'il y a d'autres remarques, ou questions, ou même des suggestions, on va créer une école Waldorf Steiner à Fontainebleau. des expériences. Comment? Ça me donne envie. Ah, mais c'est bien. On pourra vous donner des liens alors. Oui, j'en ai quelques-uns en plus. D'accord. Donc, ça s'agrandit. Est-ce qu'il y a… Alors, il y a aussi… Alors, je vais peut-être les lire parce qu'il y a… Mille merci pour ce magnifique partage de Caroline. Léla, c'est très beau. Un grand merci pour ce magnifique partage. Mais est-ce que vous avez des questions ou des réactions des uns des autres? Ou même des petites expériences personnelles que vous avez envie de partager. C'est
toujours intéressant. Moi, j'avais une question par rapport au rythme que tu as évoqué sur l'année, sur les mois, sur les saisons. Et ce que je peux ressentir, moi, à certains moments, c'est que ces rythmes, je les retrouve presque sur la semaine ou la journée. Est-ce que tu peux faire un lien éventuellement par rapport à la journée, par exemple? Est-ce que ça a du sens de faire ça ou de sentir ça? Oui. Moi, j'essaie de le faire aussi de plus en plus, c'est-à-dire que de démarrer doucement, de démarrer par un éveil du corps, de le remettre en route le matin. Ensuite, bon, alors ça, après, c'est personnel. Moi, je préfère faire un travail plus intellectuel le matin et l'après-midi, être plus dans des choses plus concrètes. Et puis, surtout, à l'aube, le soir, c'est, je ne sais jamais, non, c'est pas l'aube, c'est comment on appelle ça? La fin du jour. Vous savez, dans le très beau tableau là de l'Angélus de Millet, voilà, l'arrivée du soir, eh bien, de se préparer à l'entrée dans la nuit et de ne pas faire des activités trop éveillantes, j'ai envie de dire, la fin de la journée, mais de plus se préparer à la nuit, calmer le mental et puis au contraire s'intérioriser par peut-être de la méditation, justement un retrait de ce qui s'est passé dans la journée et puis à ce moment-là une entrée dans la nuit en douceur et puis pareil un réveil le matin. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais voilà. Et on peut faire un jeûne le matin au petit déjeuner. Il y a souvent, ça revient un peu, mais ça permet de faire 13 heures de suite, 14 heures de suite, et ça nettoie l'estomac. Donc, c'est plus logique de faire un jeûne le matin. Enfin, ça dépend après des rythmes de vie qu'on a, mais en tout cas, c'est plus facile parce qu'on a juste à attendre le déjeuner, quoi. Mais c'est bien aussi le soir de dormir pas trop chargé. D'autres questions, d'autres partages? Donc, tu vois, pour compléter un petit peu, le printemps, le matin, l'après-midi, ce serait l'été, hein, avec l'épanouissement et plus d'échanges peut-être. Et puis l'automne, le soir et la nuit, l'hiver. On va peut-être conclure là-dessus. Laisser chacun s'imprégner de tout ce qu'on vient de traverser avec, je crois, il y a eu beaucoup de messages que Malise, vous retrouverez sur le fil de conversation, mais on a tous été extrêmement en lecture de nous-mêmes et en admiration de ce voyage qu'on vient de faire avec vous. Donc, un grand merci. Et puis, on va se laisser imprégner de ça. On va aller, peut-être pour certains, aller manger, mais en tout cas, un immense merci de cette lecture et de cette conférence passionnante. Et puis, peut-être, Malise, il sera intéressant que vous nous passiez votre email. Alors, moi, je peux le passer alors, j'imagine qu'il y en a certains qui l'ont, mais parce que, effectivement, comme Catherine l'a dit, vous faites des choses et donc, ça permettra de faire le lien. Si vous en êtes d'accord, on pourra l'envoyer aux différents participants. D'accord, je le mets tout de suite comme ça, vous l'aurez, si j'y arrive. Je laisse un peu le fil durer, comme ça vous pourrez le prendre. Et puis, un immense merci et à très bientôt dans les prochaines conférences. Il y a une prochaine conférence qui est tout à fait différente, qui est faite par un prospectiviste lundi et qui nous emmènera un tout petit peu sur l'après-digital. Comment on peut lire l'évolution de nos villes dans le post-digital. Alors, on sera tout à fait dans autre chose, mais malgré tout, il y aura des liens probablement parce que ça dépend que de nous. Merci beaucoup, Malise. Merci beaucoup, Michel, et merci à tous pour votre présence. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.